Et ma première invitée pour évoquer le développement harmonieux de l'enfant, c'est le docteur Véronique Pierrat. Docteur Pierrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre néonatologiste au CHRU de Lille et chercheuse à l'INSERM dans l'équipe Épopée en épidémiologie obstétrique et pédiatrique. Alors avec vous, on va parler des soins de développement. Les intervenants précédents les ont déjà évoqués, mais on va maintenant explorer le sujet un petit peu plus en profondeur. D'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a mis sur la piste de cette approche particulière et en quelques mots, en quoi elle consiste ? Alors, ce qui m'a mis sur la piste de cette approche, c'est vraiment c'est dans les suites de l'enquête Épipage 1, parce que j'ai eu la grande chance d'être détachée de mon activité clinique habituelle et de pouvoir voir un grand nombre d'enfants à l'âge de 5 ans dans des environnements tout à fait atypiques, en tout cas en dehors de l'hôpital. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience de l'impact de la prématurité sur les parents notamment, et en particulier dans le cadre de la prématurité modérée. Et de ce fait, je me suis beaucoup plus intéressée à partir de là et j'ai essayé de mieux comprendre quelles pouvaient être les pistes de prévention. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les soins de développement. Et c'est pour les parents, mais c'est aussi à cause des séquelles que vous avez pu détecter chez ces enfants, que vous avez objectivé. Oui, c'est ça. Et pas tellement les séquelles dont on avait l'habitude d'observer, de regarder, comme la paralysie cérébrale ou les séquelles motrices ou les déficiences cognitives, mais plutôt toutes les séquelles, je dirais, d'ordre plus psychologique, à la fois sur les parents et sur les enfants. Et du coup, les soins de développement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, les soins de développement, déjà, ils ont pour objectif de soutenir le développement de l'enfant, et en particulier son développement cérébral, en recréant un environnement qui est plus proche de celui qu'il aurait pu avoir in utero. Et puis, il y a une définition qui s'est enrichie au fil du temps, et c'est aussi soutenir les parents dans ce processus de devenir parent un peu atypique et compliqué. Pour bien comprendre l'enjeu des soins de développement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, plus précisément, le séjour en néonatologie peut engendrer des séquelles physiques, psychologiques et relationnelles ? Alors les séquelles physiques, c'est vraiment souvent des lésions très spécifiques cérébrales notamment, qui vont pas être accessibles aux soins de développement. Par contre, il y a toute l'organisation cérébrale et puis surtout la maturation des différents systèmes sensoriels qui va être affectée par l'environnement des services de prématurés ou de néonatologie, parce que historiquement, c'est décrit comme un environnement high-tech et historiquement, c'est très bruyant, il y a beaucoup de lumière, il y a des odeurs qui sont très particulières et puis historiquement, les parents, il y avait vraiment peu de place. Et donc l'idée, c'est de faire évoluer cet environnement et de l'adapter à la maturité de l'enfant. Et parce que tout ce que vous avez évoqué, les lumières, les bruits, les soins qui peuvent être aussi invasifs et un peu douloureux, oui. Ça a quoi comme conséquence à long terme sur le bébé ? Ils vont être hypersensibles, concrètement, qu'est-ce qu'on peut observer ? Tout à fait. Peut-être que concrètement, on peut donner l'exemple de la vision. La vision, c'est vraiment le sens qui se développe le plus tard dans la vie, voilà, et surtout après la naissance. Et pour bien se développer, un organe des sens, il a besoin de stimulation, mais de stimulation adaptée. In utero, c'est pas très lumineux, un utérus. Par contre, en dehors du ventre de la maman, il y a des stimulations lumineuses qui vont être très intenses et qui vont perturber tout le développement de ce système visuel. Avec des enfants qui vont développer, par exemple, beaucoup plus leur vision périphérique que leur vision centrale. Et ça a des conséquences sur le développement ultérieur parce que notre vision centrale, c'est celle qui nous permet de nous fixer sur quelque chose et ça rentre dans les mécanismes des apprentissages. Alors, c'est souvent des petites choses, mais c'est des petites choses, plus des petites choses qui compliquent un peu la vie d'un certain nombre d'enfants.
Et aussi au niveau auditif, ça peut créer des problèmes au niveau auditif, le fait que ça soit très sonore, l'environnement. Oui, alors c'est pareil, ça va pas entraîner des surdités, mais ça va perturber le comportement de l'enfant face au bruit. Et par exemple, il y a un certain nombre d'enfants nés prématurément qui vont avoir du mal à ce qu'on appelle s'habituer au bruit un petit peu parasite que nous, adultes nés à terme, faisons spontanément. Eh bien, c'est des enfants qui vont être toujours perturbés ou beaucoup plus longtemps perturbés par ces bruits parasites et qui vont mettre plus de temps à reconnaître que c'est des bruits qui ne vont pas les déranger. Et donc c'est pareil, quand il va s'agir de se concentrer sur une activité, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, quels sont les grands principes des soins de développement pour pouvoir adapter un peu ce que vous disiez, la lumière, le bruit? Il faut observer le bébé. Comment ça se passe? Vous pouvez m'expliquer? Alors l'idée c'est ça, c'est vraiment d'apprendre à décrypter le langage du bébé en l'observant et pour essayer de mieux comprendre ce qu'on appelle les signes d'approche, donc les signes où ce bébé nous montre qu'il est bien, et puis les signes de retrait, donc les signes qui nous montrent que ce bébé est en difficulté. Et donc vous allez vous le regarder avant, pendant et après un soin. Alors ça c'est vraiment l'idéal de oui. le regarder avant, pendant et après un soin. Hein, donc, mais ça c'est long. Mais c'est idéal parce que à la fois ça permet de mieux comprendre dans quelle situation le bébé il est pour aborder un soin. Mais ça permet aussi aux soignants qui l'observent comme ça de mieux comprendre comment l'environnement peut être délétère pour le bébé et comment il faut l'adapter. Vous allez regarder quoi? Parce que nous, on n'imagine pas forcément ce que ça veut dire. Vous regardez quoi précisément chez un bébé? Alors, chez un bébé. Eh bien, on va regarder on va regarder sa couleur, on va regarder la qualité de sa respiration, on va regarder la qualité de sa fréquence cardiaque, on va regarder s'il a des signes digestifs qui montrent qu'il est un petit peu en surcharge d'informations, comme un hoquet. On va regarder la qualité de sa motricité, la qualité de son sommeil, et puis comment il arrive à trouver dans son environnement des choses pour l'aider à faire face au stress. Est-ce qu'il va pouvoir facilement mettre les mains à la bouche? Est-ce qu'il va pouvoir trouver des appuis? Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on regarde. Et ça, cette observation, ça va permettre quoi en fait? Quand vous avez recueilli toutes ces informations, qu'est-ce que vous allez faire pour ce bébé? Alors ça va permettre de mieux comprendre ce qui dans l'environnement est difficile pour le bébé et donc adapter cet environnement à ce que le bébé peut supporter en fonction de son état de développement. Voilà, c'est surtout ça que ça va permettre. Est-ce que aussi vous regardez s'il dort plutôt à une certaine période et plutôt pas à une autre pour adapter le moment des soins? Est-ce qu'il y a... Alors ça c'est l'idéal, hein. Ça c'est quand on est vraiment arrivé à un stade, enfin on est arrivé collectivement en équipe à un stade d'implantation des soins de développement qui est assez poussé pour effectivement pouvoir vraiment individualiser les soins en fonction de ce que le bébé nous montre et de ce qu'il a besoin. À quoi on fait attention dans l'environnement du bébé? Vous nous avez déjà un petit peu expliqué. Il faut préserver quoi? Sa tranquillité, son sommeil? Qu'est-ce qu'il faut, il faut limiter quoi? Eh ben, il faut faire attention à toutes les stimulations sensorielles qu'il va recevoir, hein, que ce soit le bruit, la lumière, les odeurs, le toucher, les manipulations. Et puis, on fait attention à la place que les parents peuvent prendre dans cet espace, parce que je pense que l'intervention précédente l'a montré, c'est vraiment déterminant la place des parents. Et concrètement, parce qu'on n'imagine pas forcément ce que c'est un service, supprimer par exemple les bruits, c'est faire attention à quoi? Est-ce que vous avez des exemples? Alors on pense spontanément à toutes les alarmes, parce que ça fait beaucoup de bruit, hein, il y a beaucoup de technicité. Mais ce qui fait le plus de bruit, c'est peut-être moins les alarmes que les soignants. Parce qu'on parle, parce que les soignants ont besoin de vivre aussi. Hein. Voilà, ça peut être les chaussures qui claquent. Ouais. C'est vraiment tout ce qui crée des bruits qui ne sont pas adaptés à ce que l'enfant a besoin au terme où il est. Mais par contre, il y a un bruit dont il a besoin, c'est la voix de ses parents.
Ça, c'est vraiment important. Et donc, si on diminue le niveau sonore, eh bien, c'est plus facile d'entendre la voix de ses parents, surtout si on a facilité leur présence. Et donc, vous conseillez aux soignants aussi de parler plus doucement? Oui, tout à fait. Mais c'est compliqué parce que ça nécessite aussi une adaptation de l'environnement pour les soignants. Et vous avez évoqué que la lumière, ça pouvait perturber le bébé. Comment on peut faire pour éviter ça? Il y a des petites choses qu'on peut voir sur une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour... Alors déjà, on peut mettre le bébé dans la pénombre, éviter toutes les lumières directes sur le bébé, le mettre dans la pénombre, mettre un cache-couveuse pour limiter justement toutes ces lumières directes. Il y a aussi des bébés qui ont besoin de stimulation, enfin pas de stimulation, qui ont besoin de lumière très intense. C'est ceux qui sont sous photothérapie pour traiter la jaunisse. Et à ce moment-là, on protège les yeux de ces bébés, mais surtout on protège la couveuse autour pour ne pas que les bébés qui sont proches dans d'autres couveuses soient gênés par cette lumière. Et puis quand les soignants ont besoin de beaucoup de lumière, parce que quand on fait un soin, si on fait une prise de sang, on a besoin de beaucoup de lumière, et bien à ce moment-là, la lumière, elle est vraiment dirigée là où le soignant en a besoin et on protège les yeux du bébé de la lumière directe. Et ça peut être les parents qui protègent le bébé de la lumière directe. C'est encore mieux. Mais voilà, ils ont un rôle... voilà, c'est beaucoup de petites choses où ils ont vraiment eu toute leur présence. Vous disiez, on disait tout à l'heure que l'idée des soins de développement, c'est d'adapter les soins vraiment en fonction de chaque enfant. Dans les faits, ça veut dire quoi? Avoir un timing très adapté, préserver des phases de récupération? Oui, c'est ça. Alors, par exemple, historiquement, on disait dans les unités de néonatologie, il faut regrouper les soins, puis il faut aller très vite, parce qu'après, on va le déranger une fois, mais après, on va le laisser tranquille. Ce bébé, maintenant on sait que ce n'est pas l'idéal, qu'il vaut mieux fractionner les soins en fonction du bébé, de ce qu'il nous montre comme signe de fatigue. Oui, voilà, c'est un petit peu... Et quand un bébé est fatigué, par exemple, vous pouvez faire une pause, c'est ça? Oui, on peut faire une pause. Et pour adapter les soins et les individualiser, encore une fois, c'est les parents qui ont une place déterminante pour nous aider. Parce que, voilà, même si les soignants apprennent à observer, à décrypter le langage du bébé, les personnes qui sont là le plus longtemps, c'est dans la majorité des cas les parents. Et c'est eux qui ont beaucoup de choses à nous apprendre pour nous aider à vraiment individualiser les soins. Et est-ce qu'on peut aussi... prioriser des soins pour pas faire quelque chose qui est pas indispensable? Ah mais tout à fait. Alors après, il y a des soins urgents qui, de toute façon, c'est maintenant et puis pas à un autre moment. Mais même les soins urgents, on peut faire attention à l'environnement. Et si on n'arrive pas à faire attention à l'environnement parce qu'il y a trop d'urgence, eh bien, on va pouvoir être attentif à aider le bébé à récupérer après. Et après, effectivement, de prioriser les soins, c'est aussi une stratégie. Mais c'est vrai que dans un service où l'équipe doit s'occuper de plusieurs enfants, c'est un petit peu compliqué à organiser, non? C'est compliqué à changer parce que c'est tout un changement d'organisation collectif. Mais une fois que les équipes ont changé, et alors là, toutes les études dans le monde, elles vont dans le même sens, elles n'ont plus du tout envie de revenir en arrière, parce qu'il y a une satisfaction au travail qui est beaucoup plus grande. Mais ça, il faut qu'il y ait des moyens mis en œuvre, ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait des moyens, oui, et il faut qu'il y ait une volonté collective, et c'est pas forcément simple à obtenir, mais enfin, en tout cas, ça prend du temps. Au fur et à mesure des questions, vous me dites vraiment à chaque fois que les parents ont un rôle à jouer très très important dans les soins de développement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant les soins de développement? C'est quoi leur place? Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Ah mais ils peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils peuvent vraiment participer à tous les soins de nursing. Avant, je voudrais juste dire un petit peu, revenir sur la présentation juste avant. Mais ce qui est important dans l'implication des parents dans les soins, c'est aussi de respecter leur phase psychique avec cette période de sidération, notamment au début.
Mais une fois qu'ils sont en confiance et qu'ils ont été accompagnés, ils peuvent faire beaucoup de choses. Il y a un soin qui est souvent banalisé, c'est le changement de couche, mais ça arrive 8 fois par jour au minimum. C'est pas un soin facile pour un bébé, et le fait que les parents soient là, c'est très aidant. Être là aussi pour soutenir le bébé pendant les soins douloureux, c'est très aidant. Faire du pot à pot, c'est très important. Et justement, si on parle des soins douloureux, qu'est-ce que peut faire en fait la maman pendant le soin douloureux? Comment elle peut l'aider, son enfant? Alors elle peut l'aider en le soutenant, en lui apportant ce qu'on appelle un soutien postural. Donc vraiment juste simplement avec les mains, un soutien pour que le bébé trouve des limites pour s'appuyer quand il a mal. Elle peut l'aider en lui donnant une petite tétine, un doigt à serrer, en lui chantant doucement une chanson. Et puis il y a des mamans qui disent « moi je peux pas sur le plan émotionnel, c'est trop difficile d'être là juste au moment du soin, mais j'ai envie d'être là juste après pour le soutenir ». Et c'est important de leur laisser une place à ce moment-là. Et donc vous avez dit que les mamans pouvaient faire plein de soins. L'installation du cocon, elles peuvent faire ça. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre? Bien sûr, si elles se sentent à l'aise, si elles ont été accompagnées, il n'y a pas de souci. C'est vraiment... Et aussi, ce qui est important, peut-être, c'est la façon de nourrir les enfants prématurés. Est-ce qu'on leur apprend comment les parents peuvent être associés à ça? Alors l'alimentation sur sonde, on est un petit peu différent de beaucoup d'autres pays en France, dans la mesure où on commence. Après, il y a quand même beaucoup de changements. On commence à laisser les parents tenir la seringue qui contient le lait et puis adapter à ce que le bébé supporte au niveau de l'alimentation. Mais aussi, on peut faire, c'est un service où il y a encore du mal à franchir le pas pour laisser les parents tenir la sonde, on peut faire une alimentation sur sonde en pot à pot, donc avec les parents, avec une petite tétine, et mettre autour de ce repas atypique quelque chose qui ressemble à un vrai repas. Vous avez aussi parlé du pot à pot tout à l'heure. En quoi c'est fondamental dans les soins de développement? On a vu le lien, c'était important avec Fabienne Cotru, mais qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui se passe? Surtout, on a parlé un petit peu de l'environnement sensoriel, et c'est vraiment l'environnement idéal pour, en tout cas, pour reproduire au mieux l'environnement in utero. C'est-à-dire que le bébé, il ressent l'odeur de sa maman, il va l'entendre, il va mieux dormir. Dès qu'il va avoir des petites phases d'éveil, sa maman va pouvoir, ou son papa d'ailleurs, va pouvoir interagir avec lui. Chez les mamans, ça stimule la lactation, ça renforce l'attachement. Enfin, c'est beaucoup de bienfaits. Après, il ne faut pas idéaliser le pot à pot non plus. C'est pas forcément facile au début pour les parents. Ça peut être anxiogène, donc c'est important que ce soit accompagné et que l'équipe elle comprenne bien tous les enjeux qu'il y a là. Et il y a des craintes qui peuvent se dire, mais finalement, un petit bébé si fragile, sur une peau d'adulte, est-ce qu'il ne peut pas y avoir eu des infections? Est-ce qu'on sait... Alors ça, dans la littérature, il n'y a pas du tout d'argument pour. Il y a des craintes qui s'expriment au sein des équipes, mais d'ailleurs les études historiques qui ont été faites sur le pot à pot, l'idée c'était de diminuer les infections qu'on appelle nosocomiales ou les infections secondaires, et effectivement il y a eu moins d'infections en pot à pot. Dans l'étude épipage, on a regardé un petit peu, il n'y a pas moins d'infections, mais il n'y en a pas plus. Donc il n'y a pas... Oui. Et puis, il y a quelques études récentes qui montrent que la colonisation du bébé, elle se fait par des germes qui sont plus proches d'une flore dite normale que quand il n'y a pas de pot à pot. Et vous disiez là que ça permet aussi de faciliter la lactation, parce que c'est des phénomènes hormonaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça stimule la sécrétion de prolactine et ça aide beaucoup à mettre en route et puis maintenir une lactation de qualité. De qualité en quantité, parce qu'il faut quand même produire, que les mamans puissent avoir une certaine quantité de lait pour pouvoir avoir
un allaitement prolongé ou en tout cas un allaitement quand le bébé sera au voisinage du terme, si c'est ce qu'elle souhaite. Mais sinon, concrètement, quand c'est en réanimation, elles tirent leur lait, c'est ça? C'est que, oui. Voilà. Oui. Et c'est pour ça c'est leur lait qui est mis par... elles sont héroïques, ces mamans, hein, parce que c'est vraiment mettre en route une lactation, enfin un allaitement comme ça et pouvoir tirer pendant quelquefois 4 mois son lait 8 fois par jour, c'est une sacrée contrainte. Est-ce que le lait maternel, c'est important pour... C'est très important, c'est très important. Est-ce qu'on a pu évaluer par des études l'apport des soins de développement? Est-ce que ça a pu être un peu quantifié? Alors oui, il y a quand même pas mal d'études maintenant. Il y a plus d'études qui montrent des effets à court terme parce que c'est plus facile d'en mettre en évidence. Parce que à long terme, pour mettre en évidence des bénéfices, il faut des très grosses cohortes. Et c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que l'implantation est compliquée. Donc c'est difficile de bâtir une grosse cohorte. Mais oui, il y a beaucoup de bénéfices des soins de développement, et à la fois sur le bébé et sur les parents. Et c'est quoi ces bénéfices Alors les bénéfices, il y a moins d'infections par exemple. Il y a une diminution de la durée d'hospitalisation. Ça, elle est vraiment importante et conséquente. Il y a une très grosse étude en Suède qui a évalué ce qui s'appelle le couplet care, donc les soins couplés où on ne sépare pas ni la mère ni le bébé à partir du moment où ni l'un ni l'autre n'ont besoin de réanimation. Et dans un pays où il y avait déjà des marqueurs de soins qui étaient très avancés, ils ont encore diminué de 5 jours la durée d'hospitalisation, donc ça c'est vraiment très important. Après, ça a un impact sur l'attachement, ça a un impact sur le comportement, ça a un impact sur le bien-être des parents. Et à long terme, sur les enfants, c'est des enfants... Alors à long terme, on a quelques études qui montrent que oui, ça a des bénéfices, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus fragile les effets à long terme. D'accord. Mais c'est surtout parce que c'est compliqué, c'est difficile à mettre en évidence. Et dans les suivis qu'il peut y avoir des enfants, quand même, est-ce qu'on voit des séquelles moindres au niveau de la vision, de ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, ou non? Il y a des choses, oui, mais c'est sur des toutes petites séries d'enfants. Et je ne suis pas sûre qu'on aura des éléments dans Épipage parce qu'en 2011, c'était un peu les prémices de l'implantation. Enfin, il commençait à y avoir plusieurs services qui avaient implanté, mais c'était pas encore très solide pour pouvoir... Mais peut-être, on va regarder. C'est notre projet. Pour vous, c'est une chose essentielle que l'implantation des soins de développement et du NIDCAP aussi se développe dans les hôpitaux? Ah oui, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel parce que y a des bénéfices certains pour les enfants, il y a des bénéfices certains pour les parents. Je l'ai abordé un tout petit peu, mais il y a des bénéfices certains pour les soignants aussi. Alors c'est compliqué pour les équipes soignantes, c'est un long processus, mais bon, je vous l'ai dit, une fois que c'est implanté, personne ne veut revenir en arrière. Voilà, la néonatologie, c'est une discipline qui est très exigeante sur le plan émotionnel pour les soignants, parce qu'on est face à des familles qui sont à un moment clé de leur existence, la naissance d'un enfant. Il peut y avoir aussi des grandes gratifications parce que c'est vrai que la relation avec les parents elle est vraiment d'une richesse extraordinaire, surtout quand on peut les accompagner dans la durée. Mais là on est vraiment à un tournant où les équipes maîtrisent la technicité et ont vraiment besoin d'autre chose, donc c'est très important. Alors, on va passer aux questions des auditeurs. Quel est le coût pour le personnel soignant des formations pour les soins de développement? Ça, c'est une question effectivement qui revient souvent. Alors, le coût, si on veut implanter la démarche NIDCAP, qui est peut-être celle la plus élaborée, mais il y a actuellement d'autres démarches qui sont très prometteuses et qui donnent aussi
certainement de très bons résultats. Le coût est relativement élevé, je ne pourrais plus vous dire exactement combien c'est. Et c'est vrai que ça semble souvent excessif à beaucoup d'équipes, mais quand on le met en balance avec d'autres bénéfices, et par exemple la durée d'hospitalisation, sur un plan sociétal, c'est vraiment... il n'y a pas photo, quoi. On a une autre question. Un enfant qui n'a jamais eu de séquelles depuis la naissance, peut-il en développer plus tard, 3 ou 4 ans plus tard? D'accord. Ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des choses que on ne peut pas mettre en évidence tant que le cerveau n'est pas mature pour exprimer cette fonction. Je vais être plus clair. Dire à 1 mois qu'un enfant ne pourra pas marcher, ben, c'est très compliqué parce que, alors, sauf s'il a des lésions très typiques, mais c'est vraiment très rare finalement. C'est difficile de faire de la prédiction. Et voilà, il y a des choses où on est malheureusement obligé d'attendre que la fonction soit mature et puisse s'exprimer pour dire qu'il n'y aura pas de souci. Après, s'il n'y a vraiment, vraiment jamais rien eu, voilà, on peut être relativement confiant parce que même des enfants qui vont avoir des troubles, par exemple, ce qu'on appelle des fonctions exécutives dans l'organisation, la planification de leur travail, qui vont s'exprimer vers 7-8 ans, on aura eu des choses qui nous auront alertés avant, où on n'aurait pas pu dire il aura des troubles des fonctions exécutives, mais on sera alerté. Par contre, si tout va bien, je crois qu'il faut être rassuré. On nous demande aussi, on remarque souvent que les soins de développement sont très bien mis en place dans les services de réanimation et de néonatologie, mais passer la porte de ces services, ces mêmes bébés qui quelques heures avant nécessitaient ces installations spécifiques ne les retrouvent pas. Est-ce que c'est un axe d'amélioration à prévoir aussi dans l'accompagnement des familles à domicile ? Alors ça, je dirais que si on regarde Épipage, c'est pas complètement vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui ont des exemples où effectivement le transfert d'un niveau 3 à un niveau 2 a été compliqué. Mais on a regardé dans Épipage l'implantation, alors sur quelques marqueurs, hein, c'était pas de programme très spécifique, mais il y avait beaucoup de choses qui se faisaient aussi dans les niveaux 2B. Et actuellement... Là, je crois qu'il parlait du retour à domicile. Ah, à domicile. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être que les parents pourraient, si je comprends le sens de la question, peut-être finalement on a fait toutes ces choses-là à l'hôpital et on revient à la maison et on ne fait plus ça, mais après il n'y a plus le même environnement. Oui, puis le bébé il est devenu plus mature, hein, et à terme, il ne faut pas le protéger complètement de la lumière. Il va en avoir besoin de stimulation lumineuse. D'accord. Merci beaucoup, merci Dr Pierrat.